CCTA, ancien membre de la Cour constitutionnelle, Massouma, magistrat en service à la Cour suprême, Baïla Diallo, aussi magistrat, Chérif Ibrahima Chérif Kamara, magistrat, Aïdara Wala, Mohamed Lamine Souma, avocat, Amara Chérif, avocat, Francis Charles Haba, professeur d'université et avocat en même temps, Kake Makanera, professeur d'université, Hassan Ba, que vous connaissez bien, grand médecin légiste, Omar Taïbata Badlé, Fromo Frédéric Loa, Pierre Tono, Morgan, Fatmata Morgan de la société civile, Pierre Koivogi, Sedouba Djoubaté, Michel Koriman de la France. Je me limite là. Vous pensez que toutes ces personnes-là n'étaient pas aussi crédibles pour résister et faire preuve de neutralité et d'indépendance? Je ne veux pas porter de jugement sur ces personnes, mais la commission, en tant que telle commission nationale, nous n'avons nullement confiance à cette commission. On a vu d'autres commissions qui avaient été mises en place par le CNDD, qui comprenaient aussi beaucoup de personnalités et dont le travail n'a pas été honorable. Donc nous avions des réserves sur cette commission nationale d'enquête. Je n'ai rien contre ces personnes que vous avez citées, mais la commission en tant que telle, nous n'avions pas confiance. Je vais, avec la permission du tribunal, exploiter l'ordonnance par laquelle cette commission a été créée. D'accord? Je vais, avec la permission du tribunal, aborder l'article 2 de cette ordonnance qui dispose comme suit. La Commission nationale d'enquête a pour mission d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009, ainsi que sur les préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. N'est-ce pas là l'expression d'une volonté politique pour faire la lumière sur cette affaire? Vous me rappelez une expression bien connue dans l'histoire de notre pays, la vérité du ministre. Je pense que cette vérité dont il parle devait être de ce genre-là. La vérité qu'eux, ils voulaient. On l'a dit ici en d'autres circonstances. Et nous savons ce qui s'est passé avec cette vérité du ministre. Et donc c'était une espèce de vérité comme ça. Et nous n'avons aucune confiance à cette commission. Vous savez, maître, le 28 septembre était un événement mondial. Et aujourd'hui, ce procès emblématique est suivi par le monde entier. Mais les événements du 28 septembre aussi étaient emblématiques parce que le monde entier avait suivi ce qui s'est passé à Conakry et c'était effroyable. Et le gouvernement avait pris peur. Et quand ils ont pris peur, ils ont pris le devant. Ils savaient que la communauté nationale allait venir. Ils ont essayé de mettre en place leur commission à leur façon. Et je ne doute pas que leur résultat aurait conclu en la responsabilité des leaders des forces vives. Et c'est ce qu'ils recherchaient. Et c'était ça le but. Et nous l'avons perçu. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions nullement confiance à cette commission. Je ne voudrais pas répondre maintenant à cette question. Je l'ai répondu plusieurs fois. Et je voudrais me limiter au dernier commentaire que je viens de faire sur cette commission nationale d'enquête. Je vais continuer mes questions. Vous êtes libre de ne pas répondre. Voilà. À l'article 7 de cette ordonnance, il est dit ceci. Les audiences de la commission d'enquête internationale sont publiques. Donc, la commission d'enquête indépendante sont publiques. N'est-ce pas une opportunité pour vous à l'époque de venir publiquement dire ce que vous soutenez ici et permettre au public national et international d'apprécier ce qui s'est effectivement passé? C'est ce que je fais aujourd'hui devant une juridiction en laquelle je crois. Et ce que je suis en train de faire depuis 3 jours. Je crois en cette juridiction. Et c'est pour ça que je suis venu. Et c'est la raison pour laquelle je suis présent. D'accord. L'article 9, et je vais continuer, ce sera la dernière partie que je vais exploiter dans ce rapport, dans cette ordonnance, autant pour moi. Article 9. À l'issue de ces travaux, la commission d'enquête
La Commission nationale d'enquête indépendante dresse un rapport, émet un avis et prône les recommandations nécessaires à une justice effective en ce qui concerne les faits relevant de sa compétence. Ce rapport rendu public est publié au journal officiel de la République. Est-ce que vous savez que le réquisitoire du procureur général qui a déclenché cette poursuite s'est appuyé sur le rapport de cette commission nationale d'enquête et le rapport de la commission d'enquête internationale? Maître, je reviens encore sur un sujet sur lequel j'ai eu à m'étendre très largement. Vous rappellerez qu'avant le début de ce procès au mois de septembre, le procureur de la Cour pénale internationale, à CPI, M. Karim Khan, était à Conakry. Et à cette occasion, s'est entretenu avec le gouvernement, les autorités nationales, ont passé un accord. Ce procès prendra tous les éléments, y compris le rapport dont vous parlez, et tous les rapports qui lui seront soumis. C'est le rôle de ce tribunal d'apprécier. Mais je tiens à vous dire que ce tribunal, en lequel je crois fermement, saura faire la part des choses. Et nous sommes encore, et jusqu'à maintenant, nous sommes sur notre position que cette commission nationale était mise en place pour les besoins des autorités d'alors, tout comme ils l'ont fait avec le comité ad hoc, en inversant lors des élections. Tous les moyens étaient utilisés à cette période-là pour pouvoir aller dans le choix de leurs décisions. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions nullement confiance en cette commission. Et puisque nous disons que nous n'avions pas confiance, alors pour moi, tout ce qu'ils auront dit, je n'ai pas confiance. J'ai confiance en la juridiction qui est devant moi et qui est en train de juger cette affaire maintenant, en toute transparence. Je vous lis les 3 premières lignes du réquisitoire introductif du 8 février 2010. Le visa. Le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, vu le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante sur les événements du 28 septembre 2009, le premier acte visé, vu le rapport de la Commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre 2009, attendu qui résulte contre Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba et tous autres, je vais me faire l'économie de l'île Aurès. Vous vous dites ici que vous n'avez pas confiance au travail de la commission d'enquête nationale. Et pourtant, c'est sur la base de ce document que cette justice que vous louez aujourd'hui est en marche. N'est-ce pas? Je n'ai pas fini. N'est-ce pas? Vous êtes en train de vouloir une chose et son contraire? Maître, vous ne comprenez pas l'enjeu de ce procès. Lorsque je suis arrivé ici, le premier jour, lorsque j'ai pris la parole, j'ai fait un rappel historique des événements qui se sont passés au stade du 28 septembre. Le dossier qui est en jugement est un dossier qui porte sur des crimes contre l'humanité, donc dépassant les limites d'une juridiction nationale et qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est uniquement au nom de la complémentarité, j'ai largement expliqué la complémentarité, peut-être que vous l'avez compris, mais c'est au nom de la complémentarité que ce tribunal juge aujourd'hui d'une affaire de crime contre l'humanité, quelle que soit la qualification qui a été donnée au début de ce procès. Je suis certain qu'avant la fin de ce procès, il y aura une requalification de ce qui a été dit. Et donc, ce qui a été dit et ce qui est réel, c'est que ce tribunal est là sur un dossier qui est toujours inscrit au rôle de la Cour pénale internationale, dont elle s'est dessaisie en donnant plein droit à la Guinée au titre de la complémentarité. Et c'est à ce titre que ce tribunal siège aujourd'hui. Et la communauté internationale a l'œil sur Conakry.
la Cour pénale aussi suit ce procès. Ce procès va se dérouler selon les normes régulières. Et comme je l'ai dit, je n'ai aucun doute. Très bien. Je fais plus confiance à cette juridiction que cette commission qui avait fait son travail de l'époque et qui était une commission aux ordres. Très bien. Vous venez de dire que vous êtes certain qu'il pourrait avoir réqualification avant la fin de ce procès. Sur quoi vous vous appuyez pour tenir une telle affirmation? Parce qu'une juridiction, je pense que vous êtes un spécialiste du droit, toute infraction, il y a les éléments de l'infraction. Tous les éléments de crimes contre la communauté, et plutôt, tous les éléments de crimes contre l'humanité sont réunis dans cette affaire. Et c'est sur cette base que le tribunal l'appréciera. Très bien. La qualification des infractions ne se fait pas en l'air. Très bien. Et comme vous avez fait des cours de droit pénal, il est évident qu'une infraction est d'abord qualifiée en fonction de ses éléments constitutifs. Très bien. Quand les éléments constitutifs sont réunis, alors le tribunal l'appréciera. Très bien. Et sur cette base, j'espère que le tribunal appréciera justement ces éléments qui sont réunis. Très bien. Et là, on a utilisé une attaque massive contre des groupes de personnes, on les a massacrés, on a fait des viols sur de nombreuses personnes, et tous les éléments des crimes contre l'humanité sont réunis. Et je crois que les avocats de la partie civile l'ont amplement développé l'autre jour. Il appartient maintenant au tribunal d'apprécier. Vous aviez parlé en technicien, même pas en tant que victime. Est-ce que vous pouvez permettre alors qu'on dialogue sur cette partie technique que vous venez d'aborder? Je crois que le président ne nous permettra pas de faire cette conversation, si vous voulez. Mais je reste disponible à discuter avec vous, même en dehors de cette salle. Faisons gagner le temps à ce tribunal. Évidemment, parce qu'il n'en est pas encore question. Je respecte la décision du tribunal. Je continue, parce que j'avais voulu vous amener à vous contredire par rapport à cette technicité. Monsieur le Premier ministre, cette commission a rendu son rapport en janvier 2010, autant pour moi. 2010, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était plus aux affaires. Pensez-vous qu'à cette date, il avait le pouvoir d'influencer encore, pendant qu'il n'était plus aux affaires, les conclusions de ce rapport? Ce sont les hommes qui avaient été mis en place à cette époque-là, qui avaient fait leur travail, qui ont rendu ce rapport. Et la commission d'enquête internationale, c'était des robots? Pardon? Et la commission d'enquête internationale était composée des robots? Des robots? Vous dites que ce sont des hommes qui ont fait le rapport que vous contestez, que vous ne croyez pas. Alors je pose la question, est-ce que la commission d'enquête internationale... Ce n'est pas ce qu'il a dit. Oui, mais il a dit que c'était des hommes. Il a dit que ce sont les hommes qui avaient été mis en place. Et n'est-ce pas aussi les mêmes hommes qui avaient été mis en place pour sortir les travaux de la commission d'enquête internationale? Mais maître, en quoi on pouvait leur donner des ordres? C'est une commission très honorable qui est venue ici. Et la qualité des personnes, les personnes qui sont arrivées ici, sont des personnes d'une moralité exemplaire, qui ne relevaient pas d'un gouvernement et qui n'avaient aucun intérêt à prendre part pour Paul ou Pierre. Ils sont venus, ils ont constaté des faits et ils ont fait rapport aux Nations Unies, au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Donc, moi, je ne remets pas en cause la crédibilité de la Commission internationale d'enquête. Très bien. Parce que je connais comment ça fonctionne. Discutons toujours de la crédibilité. Ah oui, on va en parler. Votre manifestation du 28 septembre 2009 n'était pas que l'œuvre des partis politiques. C'était aussi l'œuvre des organisations de la société civile, n'est-ce pas? Non. La veille de notre manifestation, la société civile s'était désolidariser. Ils ne sont pas venus. Évidemment, certains sont venus à titre personnel. Mais la société civile, vers la fin, vous savez, les forces vives avaient été infiltrées. Il y a eu beaucoup de transactions. D'accord. Est-ce que vous pouvez... ici devant ce tribunal. Tout ce qui a été fait pour affaiblir les forces vives, si je rentre dans ce détail, on ne sortira pas de cette salle. Est-ce que vous pouvez... Les sociétés civiles, officiellement, n'étaient pas avec nous, parce que les dernières réunions, ils n'étaient pas là.
Très bien. Est-ce que vous pouvez dire ici les acteurs de la société civile qui sont venus à titre personnel? Non, je veux dire que lorsque nous avons tenu les dernières réunions plénières, la société civile n'était pas représentée en tant que telle. Mais les personnes de la société civile qui sentaient que vraiment ces personnes-là croyaient qu'elles devaient participer à cette manifestation, ces personnes-là sont venues et parmi elles, il y a eu de graves victimes, beaucoup de victimes. Mais c'était tout le monde. À partir du moment où le réquisitoire qui a conduit à la tenue de ce procès a visé en premier lieu le rapport de la commission d'enquête nationale, est-ce que vous pouvez nier ici que le président Moussa Dadis Camara, qui est cette personne qui a créé et meublé cette commission, n'avait pas la volonté de judiciariser cette affaire? Le tribunal appréciera. Merci. Alors, je vais continuer, toujours dans le cadre de mes questionnaires, parlant de la commission d'enquête internationale que vous aimez tant. Est-ce que vous savez que cette commission d'enquête internationale s'est appropriée de façon d'ailleurs exclusive du rapport d'une organisation de défense des droits de l'homme partie civile dans ce dossier? Ben, cette ONG était dans son rôle. Alors, est-ce que dans ces conditions, cette organisation qui a nourri le travail de la commission d'enquête internationale, qui aujourd'hui se constitue partie civile contre les accusés, est censée avoir fait un travail impartial? Quel intérêt la Commission nationale des droits de l'homme avait-elle d'accuser le gouvernement? La Commission des droits de l'homme s'occupe du respect des droits de l'homme et je pense qu'ils ont fait un très bon travail en Guinée depuis son institution. Je n'ai aucune raison de douter de sa crédibilité. Ils sont là pour accompagner l'avènement de l'état de droit dans notre pays et ils font un travail remarquable. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont aidés à travers certains gouvernements pour faire soigner certaines victimes à Dakar. Je n'ai aucune raison de penser comme vous le faites maintenant. Ils ont fait un bon travail, ils sont partis civils, ils ont raison. C'est eux qui ont suivi, ils ont mieux suivi que nous tous. Ils étaient sur le terrain, ils ont vu les victimes, ils savent de quoi les gens ont souffert, notamment les femmes qui ont été violées et les corps qu'on a enlevés, qu'on a dissimulés. Ils le savent très bien. Et c'est la raison pour laquelle, et comme ils défendent les droits de l'homme, alors ils sont obligés d'être là pour dire à la Cour ce qu'ils savent de ce qui s'est passé. À partir du moment où ce sont ces quelques organisations qui se constituent partie civile, qui ont guidé et orienté le travail de la commission d'enquête internationale, sommes-nous en droit d'accorder du crédit au contenu entier, je dis bien entier, du rapport de la commission d'enquête internationale? La Cour appréciera cet aspect. La Cour est là pour tout apprécier. Elle appréciera les différents rapports qui ont été soumis et je suis certain qu'au terme de ce procès, la Cour se prononcera en toute connaissance. Je vais finir, je suis à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'indiscipline dans l'armée est antérieure à l'avènement du CNDD au pouvoir? Franchement, je prends tous les Guinéens témoins. L'indiscipline que nous avons observée pendant l'année pendant laquelle le CNDD a dirigé ce pays, on n'avait jamais vu une telle indiscipline en Guinée au sein des forces armées. Le président du CNDD lui-même l'a dit. Lui-même, il l'a dit sur les antennes de la radio et de la télévision. Et ça tourne toujours en boucle sur les réseaux sociaux.
cette indiscipline, elle était caractérisée surtout au temps du CNDD. Surtout. Il se croyait tout permis. D'accord. Et il faisait n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. J'ai envie de savoir, est-ce qu'avant l'avènement, vous dites que c'était caractérisé, d'accord. On ne conteste pas. Est-ce qu'avant l'avènement du CNDD, il y avait aussi de l'indiscipline dans l'armée? Pas autant. Même pas autant. Est-ce qu'on est d'accord? Caractériser l'indiscipline, c'est au temps du CNDD. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait de l'indiscipline quand même? Non, j'ai vu à l'époque ici, les officiers étaient respectés par les soldats, le grade militaire était respecté. Nous avons vu des caporaux, des lieutenants battre des généraux ici pendant le CNDD. On a vu des tas d'indisciplines en Guinée au temps du CNDD. Mais s'il y avait une discipline, elle s'est accentuée pendant la période du CNDD. Tout le monde, tous les Guinéens le savent. Tout le monde le sait. Le président du CNDD lui-même l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis seul. Lui-même, il l'a reconnu, il l'a dit. Il a dit qu'il ne contrôle pas l'armée. Et pourtant, lorsqu'il y a eu élection, qu'il y a eu un président civil, qui n'est pas un général, ni un colonel ou un maréchal, lui, il a su canaliser l'armée par la réforme du secteur de sécurité. La réforme qui est arrivée au niveau de l'armée, il faut la volonté. Quand on a la volonté de réussir, on réussit. Mais il n'y avait pas de volonté pour discipliner l'armée à cette époque. On a laissé les soldats faire ce qu'ils veulent. On les voyait se pavaner en ville ici, faire n'importe quoi, avec la bière qu'ils jetaient dans la rue partout. Je vais vous rappeler ce que le président Moussa Dadis a dit quand il soutenait qu'il y a de l'indiscipline dans l'armée. Il a dit ceci, que j'ai hérité d'une armée indisciplinée. Les vidéos existent, hein? J'ai hérité d'une situation. S'il y avait de l'indiscipline, elle s'est multipliée de façon exponentielle au temps du CNDD. Oui. Tous ceux qui sont dans la salle ici étaient en Guinée à l'époque. Et tout le monde le sait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Beaucoup de choses à dire parce que ça mourir à marcher ce malin. Mon capitaine. Oui, maître. Vous avez volontairement acheté votre billet pour vous précipiter sur Conakry après avoir appris l'annonce de la date de la tenue de ce procès. Aboubakar Toumba a été arrêté pendant qu'il était en cavale, déféré à Conakry, extradé à Conakry. Entre celui qui est pressé et qui vient volontairement se présenter à la justice et celui qui est extradé contre sa volonté, qui vivait en clandestinité, qui est animé, n'est-ce pas, par le souci de la manifestation de la vérité dans ce dossier? Maître, avec humilité, c'est le tribunal qui est mieux placé de savoir ou de répondre réellement à cette question avec toute l'humilité. Très bien, c'est ça. Vous êtes un véritable homme d'État, mon capitaine. Il y a aussi le général Sekouba qui a fait plusieurs interviews, plusieurs vidéos pour dire il n'y a pas ce garçon qui peut l'amener à Conakry, l'interroger par rapport aux événements du 28 septembre. Et vous, vous êtes venu volontairement, vous étiez même pressé pour venir. Une fois même, on vous a empêché de venir. N'est-ce pas, mon capitaine? Oui. C'est la confirmation que depuis 13 ans, vous êtes pressé pour livrer votre part de vérité dans cette affaire? Oui, maître. Si vous vous reprochiez de quelque chose, est-ce que vous seriez pressé pour que ce procès se tienne? Jamais. Est-ce que vous seriez précipité à Conakry pour vous livrer à la justice? Jamais, maître. N'est-ce pas la preuve de votre bonne foi que la justice doit tenir compte pour toutes les demandes que vous allez poser ici? Parce que j'aime cette nation et c'est pourquoi je suis venu me constituer en prisonnier devant ma justice. Très bien. Ici, à la barre de ce tribunal, Toumba a déclaré que c'est vous qui avez commis Makambo, Marcel, Gono Sangaré et tant d'autres
à aller commettre des crimes au stade. Samori vous a fait lecture d'une partie de son procès verbal à Dakar, où on lui a posé la question de savoir est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis donner des instructions à qui que ce soit d'aller au stade. Il a répondu par la négative. Alors, ici, à la barre de ce tribunal, il soutient le contraire. Vous ne trouvez pas que M. Toumba est dans des contre-vérités en se prononçant ici dans ce sens, différent de ce qu'il a dit à Dakar? Oui, maître, vous savez, moi je suis très serein parce que en matière pénale, dès lors que vous divaguez, vous faites des contre-vérités, on est devant des professionnels. Ce n'est pas aller dans les cafétéries et s'asseoir là-bas en train de prendre du café et dire de n'importe quoi, parler le beau français, la langue de Molière. Le droit pénal est, quand on veut parler du droit pénal, il est technique. Ce n'est pas nous autres qui sommes au quartier en train de divaguer. Bien, vous êtes poursuivi pour complicité d'assassinat, meurtre. C'est beau de dire, hein, vous êtes poursuivi pour complicité d'assassinat, meurtre. Mais mon capitaine, est-ce qu'on vous a donné une seule preuve? Non. Une seule preuve d'une instruction? Non, maître. Des moyens ou des ordres que vous auriez donné aux recrues de Kaléa ou à qui que ce soit d'aller commettre des crimes au stade? Non, maître. Est-ce qu'on vous a fourni preuve à l'appui, l'identité ou le nombre de recrues de Kaléa que vous auriez envoyé au stade? Non, maître. Parlons de la complicité de viol. On vous a donné les noms des personnes que vous auriez envoyées violer, qui que ce soit? Non, maître. On vous a donné la preuve? Non, maître. La torture. Pendant votre règne, vous avez été combien de fois au camp Makambo? Pendant que vous étiez aux affaires? C'était ma toute première fois d'y aller. Donc on est d'accord que bien avant le 3 décembre, vous n'aviez jamais mis pied au camp Makambo, n'est-ce pas? Oui. À quel moment vous aviez su que Toumba et Begré organisaient des scènes de torture au camp Makambo? Non, c'est par rapport au PV du jeune Paul Mansa que j'ai lu à Ouagadougou. Il n'était pas là dans sa déposition, il n'était pas là, il est venu après le 28, et puisque c'est un ancien militaire, j'estime bien, il est parti, comment dirais-je, au camp Koundara. C'est là où il est resté, et après le 28, dans sa déposition, c'est là où j'ai compris effectivement qu'il y avait d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on vous a donné la preuve ou fourni la preuve des ordres ou des instructions que vous auriez données à ces tortionnaires? Non. Parlons de la séquestration de manifestants, la complicité de séquestration de manifestants. Là également, est-ce qu'on vous a opposé les noms, prénoms des manifestants dont la séquestration aurait été ordonnée par vous? Non, maître. Est-ce qu'on vous a fourni preuve à l'appui? Non, maître. L'assistance que vous auriez fournie à ceux qui se seraient livrés à cette pratique? Non, maître. Très bien. Parlons de la complicité de destruction d'édifices. Et là également, est-ce qu'on vous a fourni une preuve de votre participation à la commission de cette infraction? Moi, je parle de preuves. Hein? On vous a donné une preuve ici, une photo, ou pour dire audio, une vidéo dans laquelle on voit le président Dadis en train de dire « Allez-y démolir les maisons des gens ». On vous a opposé ça? Non, je n'ai pas de preuve, maître.
Sur les coups et blessures volontaires, Samori a déjà posé des questions, je n'y reviens pas. Sur les pillages également, je n'y reviens pas. Sur l'incendie, je ne reviens pas, Samori en a déjà parlé. Sur le vol à main armée, complicité de vol à main armée. Samori l'a rappelé, je me permets d'y revenir. Chef de l'État à l'époque des faits, avec un budget de souveraineté à sa portée. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on vous manque du respect en vous accusant de complicité d'une telle infraction? Oui, mais moi je mets ça dans le commun des vivants. Vous ne trouvez pas qu'on rabaisse la République on rabaisse en accusant un ancien chef d'État qui avait tous les fonds, tous les moyens à sa disposition de complicité de vol? Tout à fait. Est-ce qu'on vous a donné au moins la liste des personnes qui auraient perpétré cette infraction? Non, maître. Est-ce qu'on vous a également fourni la preuve des instructions ou des moyens que vous auriez donnés à ceux qui se seraient livrés à cette pratique? Non, maître. Très bien. Sur la détention des armes de guerre, je préfère passer parce que Samori en a abordé suffisamment. Sur la non-assistance à personne en danger, qui n'était d'ailleurs pas incriminé à l'époque des faits. Là, nous allons démontrer ça dans nos plaidoiries. Mais puisque c'est un élément de l'accusation, on en parle. En plus de Tcheboro, est-ce que vous savez que même les leaders politiques victimes des événements reconnaissent effectivement que c'est sous votre instruction qu'ils ont été pris en charge à la clinique Pasteur? C'est ma première nouvelle, maître. Très bien, eux-mêmes ils reconnaissent. Je pensais que c'est moi qui avais débattu avec le procureur ici. Ça, ils ne contestent pas. D'accord. Très bien. Okay. Et est-ce que vous confirmez ici, on dit la répétition est pédagogique, je vais le faire, avoir ordonné au ministre des Finances de débloquer rapidement un fonds d'urgence pour mettre à la disposition du ministre de la Santé, le colonel Gabi, en vue de la prise en charge des victimes? Oui, maître. Est-ce que ce fonds a été effectivement débloqué? Oui, maître. Est-ce que ce fonds a été effectivement utilisé? Oui, maître. Je vais, avec la permission du tribunal, faire allusion au procès verbal d'audition de partie civile du 6 novembre 2012 de M. Thierno Boubacar Sidi Diallo, qui dit ceci, à la page 2. J'ai été hospitalisé 8 mois durant à la charge de l'État. N'est-ce pas la preuve que ces fonds ont été effectivement utilisés pour soigner les victimes, prendre les victimes en charge, n'est-ce pas? Ça, c'est une victime qui parle, hein, qui vous dit que j'ai été pris en charge 8 mois aux frais de l'État. Je continue. Mon capitaine, est-ce que vous confirmez avoir rendu visite aux blessés à l'hôpital Donka? Oui, maître. N'est-ce pas la preuve de votre compassion à leur égard? Oui, maître. Vous que tout le peuple de Guinée connaît, sauf ceux qui ne veulent pas vous reconnaître cette valeur, oui, est-ce que vous avez le courage de regarder en face une personne à qui vous avez fait du mal? Tout à fait. Vous n'avez pas ce courage, n'est-ce pas? Mais vous êtes déplacé pour aller vers les victimes. Peut-on, dans ces conditions, Monsieur le Président, parler de non-assistance à personne en danger? N'est-ce pas, vous avez joué votre partition? Tout à fait. On passe à la phase suivante, relative
à ce que vous aviez fait avant et après les événements du 28 septembre. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce qu'il était possible de planifier, en tout cas venant de vous, les crimes commis au stade à partir du moment où vous n'avez été informé qu'entre 1h et 2h du matin, c'était possible, entre 1h et 2h du matin, vous rentrez fatigué et puis vous vous permettez de planifier, c'était possible, mon président? Impossible, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en tant que chef d'État, vous ne pouvez pas exercer toutes les fonctions publiques dans l'État? Tout à fait, maître. Vous ne pouvez pas être à la fois ministre de la Santé, ministre de l'Agriculture, directeur de l'hôpital, procureur, juge. Vous ne pouvez pas faire tout ça à la fois, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est pour répondre à ceux qui pensaient que vous devez être partout et nulle part. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce qu'on peut continuer? Vous avez... Oui, on peut continuer, oui. Alors, vous aviez déclaré ici, et c'est consigné au dossier de la procédure, que le jour 28 septembre 2009 a été déclaré chômé, férié et payé. Oui, n'est-ce pas un acte patriotique? Oui, maître. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal pourquoi, contrairement aux années précédentes, vous aviez déclaré ce jour chômé, férié et payé? Oui, contrairement aux très longues années passées, il y a des moments dans la vie d'un homme, lorsque Dieu accepte de te donner la destinée d'une nation, il faut avoir le courage à un moment donné de l'histoire, poser des jalons, même si ça n'aboutit pas. L'objectif réel, c'était quoi, maître? C'est très simple. J'y ai réfléchi. Je suis guinéen, né en Guinée. Et après les indépendances, j'ai compris beaucoup de choses. Et quand bien même que nous étions à l'école primaire, on a vu, on parlait de l'indépendance. On parlait tantôt de Mbalia Camara, de Hadja Mafori Bangoura, des compagnons d'indépendance. Et ça, c'était bien avant l'indépendance. Donc, je me suis dit que je vais poser un acte. C'est-à-dire, les compagnons de l'indépendance de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme et paix à l'âme de ses compagnons, avoir le courage de parler de leur histoire. Je me suis dit que personne d'autre ne viendra ailleurs pour réconcilier ces fils dignes. Lorsque je parle des fils dignes, je veux parler de tous ces compagnons d'indépendance qui ont souffert pour cette nation. Et si je prends par exemple un Yassine Diallo, un Baldé Ousmane, un Bari Diawando, les Saifullah Diallo, les Bari Alpha Oumar, les Magasuba Moriba, les Karim Bangoura, et tant d'autres, les Bama Marcel, les Lofo Bangoura, les Lofo Kamara, je me suis dit, il ne sert à rien de parler de réconciliation de cette nation, que nous sommes les futures générations
qu'il faut avoir le courage, du moment que la première dame, Hadja André Touré, elle est encore vivante, et à ma connaissance, il ne reste peut-être que 2 de ses promotionnaires, la femme de feu Barré, Dr Barré Alpha Oumar, qui a été ministre délégué du domaine, et Madame Émile Condé Esther, et même Maître Portos. J'ai dit, il est temps que ses fils, qu'on puisse faire un pardon. Mais d'autres questions? Est-ce que cette grande intention oui. vous a animé à ordonner à ce que ce jour soit déclaré chômé, férié et payé, qui pouvait vous conduire à vous livrer à des pratiques qui pouvaient arriver à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? Non, d'abord, si l'occasion m'avait été permise, c'était d'appeler, de faire appel aux intellectuels, les témoins de l'histoire, qu'ils viennent et puis voilà, qu'on essaye de faire les choses. Vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas vouloir sacraliser ces jours, chômés, fériés et payés, et ordonner? Vous ne pouvez pas vouloir décréter ce jour, sacraliser ce jour, le déclarer chômé, férié et payé, et ordonner à des hommes d'aller commettre des crimes ce jour, n'est-ce pas? Oui, maître. Ceux qui ont planifié et exécuté les crimes ce jour, vous ne trouvez pas que ce sont des ennemis de la République qui l'ont fait pour salir ce jour historique? C'est ça réellement. Même lorsqu'on n'aime pas une nation, mais une nation a une histoire. Toutes les nations au monde. Très bien. Alors, le ministre de l'administration du territoire avait pris un communiqué pour interdire des manifestations chez jour, pour éviter des troubles à l'ordre public, et même ouvert la possibilité du report, comme vous l'avez suggéré. N'est-ce pas un acte républicain? Parce qu'on ne voulait pas que ce jour soit souillé. Oui, maître. Très bien. Est-ce que ça, un communiqué comme ça, constitue en soi un crime, selon vous? Non, maître. Très bien. La consignation de l'armée dans les casernes n'était-elle pas une façon de conférer à la police et à la gendarmerie le monopole du maintien de l'ordre public? Tout à fait, maître. Très bien. Si Toumba et ses éléments se sont rendus au stade sans votre ordre, sans votre instruction, n'est-ce pas eux les véritables infiltrés dont on parle ici? Je peux reprendre si vous... Oui, j'ai compris la question. Et à ce niveau, maître, c'est ce que j'ai dit, que la Cour, avec humilité, la Cour prend acte. Très bien. Je veux que vous répondiez à mes questions pour que la Cour entende très bien la vivacité dont on vous connaît, Monsieur le Président. Oui, et même tout le peuple de Guinée qui vous suit actuellement. Oui, allez-y, maître. Voilà. Alors, s'il y a lieu, si vous êtes fatigué, on peut... Non, je ne suis pas fatigué. Voilà. S'il y a lieu d'imputer les crimes commis ce jour à des infiltrés, n'est-ce pas à eux qu'on doit attribuer? Oui, à Toumba et aux infiltrés. On a entendu ici la lecture du procès verbal du général Bafoué. Du général Bafoué. Oui. Bafoué, Camara. Oui. Et tant d'autres qui étaient sur les lieux. Oui. Si la police, la gendarmerie qui était sur les lieux n'ont pu mettre main sur ces infiltrés, est-ce que cela vous engage pénalement? Aucunement pas, maître.
vous avez une fois au moins appris dans le monde entier que le maintien d'ordre relève des prérogatives d'un président de la République? Aucunement pas, maître. Vous avez une fois appris dans le monde entier qu'un gendarme ou la gendarmerie ou la police, pour maintenir l'ordre public, a besoin de l'autorisation préalable du chef de l'État? Non, maître. C'est un devoir naturel, n'est-ce pas? Régalien. Traditionnel même. Oui. D'ordre classique. Très bien. Parlons des dispositions que vous aviez prises. Nous savons que les voisins de la gauche voudront nous envoyer quelque part. On en débattra et le tribunal va décider. Parlons des dispositions que vous avez prises pour sanctionner ces crimes. La commission d'enquête nationale, qui l'a créée? C'est bien moi. Vous vous souvenez quand même de cette ordonnance? Qui est versée au dossier, Monsieur le Président? Oh, ouais. Est-ce que vous pouvez lire au tribunal la date à laquelle vous avez signé cette ordonnance? Le 30 octobre 2009. L'ordonnance par laquelle vous aviez créé la commission d'enquête nationale. Nationale, oui, maître. Je veux lire quelques articles et vous poser des questions pour vous faire réagir. Oui, maître. Ressortir votre véritable volonté de faire la lumière sur cette affaire, avec la permission du président. Je peux, Monsieur le Président? Allez-y. Merci. Article 2 de l'ordonnance par laquelle vous aviez, je veux parler de l'ordonnance numéro 057 du 30 octobre 2009. La commission d'enquête nationale indépendante a pour mission d'enquêter aux fins d'établir la vérité des événements du 28 septembre 2009 ainsi que leurs préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. N'est-ce pas là une volonté affirmée de faire la lumière sur cette affaire bien avant ce procès? Oui, expliquer, parce que c'est technique, expliquer de façon... C'est-à-dire que l'article dit Oui. que la commission a pour mission de faire la lumière Oui. sur les événements, Oui. établir tout ce qui est directement ou indirectement lié à la commission des crimes ce jour. Tout à fait. N'est-ce pas là votre volonté Oui, oui, de maître. faire justice dans cette affaire? Oui, maître. Sur la valeur du rapport ou de la décision de cette commission, vous avez institué à l'article 2 ceci. Les décisions de la commission d'enquête nationale indépendante s'imposent à toute autorité. N'est-ce pas la preuve que vous-même, vous n'étiez pas au-dessus de cette commission? Oui, de la loi, oui. Vous aviez accepté de vous soumettre aux conclusions de cette commission, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous avez encore institué à l'article 4 ceci. Dans le cadre de ses pouvoirs, la commission d'enquête nationale indépendante peut notamment se faire communiquer toute pièce, dossier, document, rapport administratif ou judiciaire, procéder d'une manière générale, tous les éléments, quels que soient les supports utiles à la manifestation de la vérité. Procéder à l'audition sous serment de toute personne que la manifestation de la vérité requiert d'entendre. Disposer de la force publique et contraindre toute personne à déposer devant elle, quelle que soit sa fonction, ou sa qualité, ordonner toute mesure d'expertise et d'instruction. N'est-ce pas la preuve que vous n'aviez la volonté de protéger personne? Tout à fait, maître. Vous n'aviez la volonté de protéger personne, n'est-ce pas? Tout à fait, maître. Un peu plus tard,
vous avez institué ceci à l'article 6, une brigade mixte de la police et de la gendarmerie dirigée par un officier de la gendarmerie est placée sous l'autorité de la commission. N'est-ce pas, cette brigade-là a été mise en place par le ministre de la Justice? Oui, maître. N'est-ce pas, vous aviez pris un décret, je veux parler du décret numéro 214, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce décret. C'est vous qui avez signé ce décret, mon président? C'est bien moi, oui. Très bien. Par ce décret, signé le même jour, le 30 octobre 2009, vous aviez nommé les membres de la commission d'enquête nationale. N'est-ce pas la preuve que vous étiez même pressé pour faire la lumière sur cette affaire? Oui, maître. Vous signez l'ordonnance le même jour, le décret le même jour. Oui, maître. Est-ce que cette commission a effectivement travaillé? J'estime, même si, comme ça fait longtemps... Je vous confirme qu'elle a vraiment travaillé et son rapport figure au dossier de la procédure, même si certains ne veulent pas voir. À l'ordonnance 10 de votre ordonnance, vous avez précisé ceci. La commission est composée de 23 membres, nommés par décret et répartis comme suit. 6 magistrats, 3 avocats, 2 professeurs de droit, 2 médecins, 2 représentants de la société civile, 2 représentants des partis politiques, 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. Rien qu'à travers cette composition, n'est-ce pas, vous étiez vraiment animé du souci de mettre en place un organe véritablement indépendant. Tout à fait, maître. Qui ne subit pas vos instructions. Tout à fait, maître. Vous avez même nommé des étrangers, des experts étrangers. Ce décret est au dossier de la procédure, vous l'avez lu la dernière fois. Je ne vais pas revenir sur ça. Alors, mon capitaine. Oui, maître. Un confrère, le confrère du barreau de Côte d'Ivoire, vous a posé ici la question la dernière fois de savoir pourquoi vous n'avez pas ordonné l'ouverture d'une enquête dans cette affaire. Savez-vous qu'il ne rentre pas dans les prérogatives d'un président de la République de donner des instructions à un procureur ou à un juge d'engager des poursuites? Vous ne l'avez pas fait, mais vous avez au moins posé un acte tendant à faire cela. Tout à fait, oui. Alors, mon capitaine, est-ce que vous savez que cette commission a commencé son travail le 3 novembre 2009 et a déposé son rapport le 20 janvier 2010. Presque 2 mois de travail. Contrairement à la commission d'enquête internationale qui n'a fait que 10 jours. Oui, ça ne m'avait plus trouvé ici. Voilà, très bien, j'en venais. La commission d'enquête nationale, indépendante, a rendu son rapport le 20 janvier 2020, pendant que vous n'étiez plus aux affaires. Oui, maître. Cette commission ne vous a pas incriminé. Par contre, la commission a incriminé M. Aboubakar Toumba Diakité et ses éléments. Est-ce qu'à cette époque, vous n'étiez plus aux affaires? Vous aviez quelle possibilité d'influencer les conclusions de ce rapport? Absolument pas. Entre une commission qui a travaillé pendant 2 mois et une autre qui est venue de l'extérieur, qui n'a fait que 10 jours, quel est le travail qu'on doit réellement prendre au sérieux?
La commission en place qui ont vécu les faits, j'estime que cette commission nationale a fait ce qu'elle devrait faire. Oui, parce que les gens n'aiment pas lire, même pour ceux qui lisent ce rapport-là, voient même photos à l'appui des disparus. Tout, il y a tellement de détails, mais les gens ne veulent pas lire parce qu'ils jettent le discrédit. Question, maître. Monsieur le Président, je parle maintenant de la commission d'enquête internationale. Est-ce qu'on vous a obligé d'accepter la commission d'enquête internationale? Non, maître. N'est-ce pas à votre initiative que les membres de cette commission sont venus? Oui, maître. Si vous vous reprochez de quelque chose, est-ce que vous alliez accepter que cette commission d'enquête internationale vienne? Tout à fait. Est-ce que vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une commission d'enquête internationale dont les membres sont choisis par le secrétaire général des Nations Unies viennent en Guinée? Est-ce que vous le savez? Non, maître. On a parlé de ce qui s'est passé dans le premier régime, il n'y a jamais eu de commission d'enquête. Mais vous, pour ce qui s'est passé juste un jour, vous aviez accepté une commission d'enquête internationale. N'est-ce pas la preuve que vous étiez encore une fois animé par le souci de faire la lumière sur cette affaire? Oui, maître. Vous n'êtes pas fatigué, Monsieur le Président? Non, je ne suis pas fatigué, maître. Je vous suis attentivement. D'accord. Je voudrais quand même sentir que vous n'êtes pas fatigué, Monsieur le Président. Non, je ne suis pas. Je vous suis attentivement. Très bien. Je vous rappelle que la commission a commencé son travail le 25 novembre 2009. Commission d'enquête internationale. Hein? Elle est venue ici le 25 novembre 2009. Et a quitté Conakry le 5 décembre 2009. 10 jours seulement. Est-ce qu'en 10 jours, on peut faire un travail sérieux? C'est pas possible. Et c'est cette commission qui vous dit, Monsieur le Président, je vais vous poser des questions par rapport à ça. Cette commission vous dit avoir entendu 687 témoins, victimes et proches, ONG, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que sérieusement, on peut entendre sérieusement 687 témoins, victimes, proches des victimes, rencontrer les ambassades, les autorités en 10 jours? Est-ce qu'on peut faire un travail sérieux en 10 jours? Ça m'étonnerait. Ils sont venus s'approprier des conclusions d'une des parties civiles. Ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas. Est-ce que ce travail, selon vous, est crédible? Ce travail appartient au tribunal d'apprécier, maître. Est-ce que vous n'allez pas accepter, Monsieur le Président? Oui, bon, vous savez... Maître, continuez. Ne le forcez pas à dire qu'il est fatigué. Bon, Voilà. je sens un peu la fatigue. Non, non, je ne suis pas Ah ouais, fatigué. on ne peut pas être plus royaliste que le roi, maître. Monsieur le Président, Oui, maître. après ce voyage fatidique de l'abbé et l'échange avec M. Sidia aux environs de 2h, 3h du matin, je reviens encore une fois sur cette question et c'est pourquoi j'y reviens. Est-ce que vous étiez à mesure de croire qu'il y aurait effectivement manifestation le 28 septembre 2009? Il faut être Dieu pour le savoir, maître. Alors, est-ce que on vous parle ici de fosses communes? Est-ce qu'on vous a montré la photo d'une fosse commune? Non, non, maître. Est-ce que vous savez qu'il existe au dossier de la procédure des témoignages
des chefs de quartier, des riverains qui contestent qu'à Faban, il n'y a jamais eu de fosse commune. Est-ce que vous le savez? Non, je ne le sais pas, maître. Ici, à la barre de ce tribunal, le Baobab vous a posé la question de savoir où se trouvent les corps, où se trouvent les fosses communes, qu'est-ce que vous avez fait de ces corps. Est-ce que vous êtes la bonne personne à qui on doit poser cette question? Non, maître. N'est-ce pas, il aurait mieux fait de poser cette question à ceux qui ont été au stade? Tout à fait, maître. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que vous savez qu'il existe au dossier de la procédure un procès verbal dressé par un service de police qui atteste que des manifestants se sont emparés des armes? Oui, ça c'était des informations. Oui, je sais que vous avez fait une vidéo dans laquelle vous avez reconnu, Oui. mais il existe également des procès-verbaux qui attestent que des manifestants se sont emparés des armes. Alors si les manifestants se sont emparés des armes, et que par après vous apprenez, vous n'étiez pas là-bas, vous n'avez envoyé personne là-bas, et qu'il y a mort d'homme, il y a blessure, est-ce qu'on doit s'intéresser également aux organisateurs de cette manifestation? Oui, si la Cour estime. Est-ce que selon vous, celui qui a organisé une manifestation, qui n'a pas pu la maîtriser, et par le fait duquel des manifestants se sont emparés des armes, ne doit pas aussi venir répondre devant la justice? Oui, c'est ce que je dis, maître. Je dis si la Cour estime, parce Très que bien. c'est... On a lu ici une partie du rapport de la commission d'enquête internationale. Je veux parler du paragraphe 220 du rapport de la commission d'enquête internationale et de la page 47. Il est dit ceci: la commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade. Une victime a rapporté qu'un béret rouge lui a demandé « Pourquoi vous êtes venu au stade? Maintenant, je ne peux rien faire pour vous aider. » Tandis qu'une autre qui suppliait un militaire de ne pas tuer lorsqu'elle a été découverte dans sa cachette au stade vers 15 h, a rapporté qu'il avait répondu, bon, je me réserve de dire ce propos, c'est un peu péjoratif, c'est moi qui t'ai appelé. Dadis nous a dit de vous tuer. Est-ce qu'on vous a dit? Oh, oui, maître, je veux reprendre votre question. Est-ce qu'on vous a dit, c'est un propos que je viens de lire, qu'on vous attribue, est-ce qu'on vous a dit le nom ou est-ce qu'on vous a révélé l'identité de la personne qui a révélé ce propos? Non, maître. Est-ce que vous savez qu'après vous, pendant la transition 2, dirigée par le général Sekouba Konaté, Monsieur Sidia Touré, Feu Jean-Marie Doré et un autre, je crois que c'est Chelou Dalin Diallo, ont perçu chacun 2 milliards de francs guinéens dans le cadre du 28 septembre. Bon, Monsieur le Président, la vérité, nous demandons une suspension pour la reprendre un peu plus tard parce que il force la situation, mais il est vraiment fatigué. L'audience est suspendue. Merci, Monsieur le Président.